Jean-Yves Carlier, pour ceux qui ne le connaissent pas, j'espère que je ne vais pas me tromper, est professeur extraordinaire et professeur en faculté de droit et criminologie à l'UCL, aussi professeur à l'Université de Liège, professeur de droit international, de droit européen, de droits humains et de droits de migration. Il est aussi professeur invité en France, à Paris, à Cannes, en Afrique, à Bujumbura et aussi à Cotonou. Il est, voilà, parmi les quelques publications, j'ai lu Droit d'asile et des réfugiés, de la protection au droit, et le dernier ouvrage, tout récemment, que vous aurez sans doute aujourd'hui à nous proposer aussi, Droit des étrangers, qui est tout récent et qu'on peut se procurer à la fin de cette conférence. Mais Jean-Yves Carlier, c'est aussi le fondateur du cabinet Les Casabelles. Pour tous ceux qui travaillent pour l'immigration, c'est un cabinet qu'on ne peut pas oublier. C'est parmi les très bons cabinets en droit des étrangers. Et la maison africaine Afleuris collabore beaucoup avec Casabelles, qui est un cabinet important pour le droit des étrangers et défend en tout cas beaucoup de demandeurs d'asile. Certains sont parmi nous et qui vous ont eu comme avocat au niveau des Casabelles. Merci beaucoup. Surtout que vous avez pu vous libérer d'une obligation que vous aviez cours et vous avez accepté malgré ce cours-là de demander de venir expressément. Les étudiants sont très contents. Ben voilà. Tous les avocats des gens qui viennent à la maison africaine sont de son cabinet. Je propose de procéder en 3 temps. Un premier temps des choses très générales, un peu de réflexion autour des migrations et du droit des étrangers. Un deuxième temps des choses plus concrètes de droit, hein, par exemple la définition du réfugié, c'est quoi en droit. Et puis un troisième temps qui seront vos questions, parce que je ne doute pas qu'il y a peut-être des questions concrètes qui se posent et je ne vais pas entrer dans l'exposé, dans toute une série de détails juridiques, mais s'il y a des questions après, elles sont bien sûr bienvenues. Chose générale d'abord. Le micro. On va être un peu plus fort, d'accord. Approchez seulement du micro. Je me permets une lecture en début. Nous avons quitté la Syrie et nous fouillons. Non que nous ayons versé le sang, ou qu'aucune sentence d'État ne nous condamne, mais nous repoussons un mariage. Je continue ma lecture. Qui êtes-vous, femme? Cette vêture féminine n'est pas d'ici. Et vous osez venir ici, intrépide, en suppliante. Ce que vous dites est incroyable. Vous ressemblez à des Libyennes, à des barbares, pas du tout à des femmes d'ici. Je continue ma lecture. Vous vous adressez à nous en suppliante et vous demandez l'asile. Le mot asile est utilisé. Le cas est rude à trancher et je vais m'en référer au peuple. Je n'ai rien inventé. Je ne sais plus si l'orateur précédent est encore là. Il
venait de dire, les migrations sont une chose ancienne. 5e siècle avant Jésus-Christ. Échille, un des grands tragédiens grecs, nous sommes dans une de ces grandes tragédies, les Suppliantes, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et le mot asile, asylos en grec, c'est une des premières occurrences qu'on trouve du mot asile. Le mot asile est utilisé dans cette pièce. Et vous l'avez entendu, ce sont des femmes qu'on va appeler les suppliantes, 30 femmes qui fuient les 30 fils d'Égyptos parce qu'elles refusent le mariage forcé qui leur est imposé. Est-ce que ce n'est pas quelque chose de très moderne, ça? Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui avoir le statut de réfugié, obtenir l'asile parce qu'on fuirait un mariage forcé dans son pays? Eh bien, nous sommes au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et dans cette petite île grecque, ce n'est pas les îles d'aujourd'hui, c'est l'île d'Argos à l'époque. Dans cette petite île grecque, le roi d'Argos, pendant toute la pièce, va discuter avec le peuple pour savoir si on accorde l'asile ou pas à ces femmes qui fuient un mariage forcé. Parce qu'il dit que si on accorde l'asile, ça va être difficile, ça va être de nombreuses femmes qui arrivent dans notre société, et aussi on va avoir la guerre avec les fils d'Égyptos. Et c'est une belle leçon de démocratie aussi, cette pièce. C'est le peuple qui va décider. Je ne vous dis pas la fin de la pièce, comme ça. Mais rappelez-moi de raconter la fin de la pièce un peu plus loin. Voilà, donc si je disais ça, c'est parce que l'orateur précédent l'a dit aussi, les migrations ont toujours existé et continueront toujours d'exister. On doit partir d'une réalité et voir comment le moins mal possible gérer cette réalité, mais croire effectivement qu'il suffit de dresser des frontières pour empêcher les hommes et les femmes de se déplacer, ça c'est une illusion. Les migrations ont toujours existé, elles continueront d'exister. Certains anthropologues, même si la thèse est discutée, mais certains anthropologues, comme l'anthropologue français Coppens, disent même que finalement la migration est à l'origine de l'espèce humaine elle-même. C'est au moment où nos ancêtres, les australopithèques, ont dû dans la savane regarder plus loin pour chasser, qu'ils se sont redressés et sont devenus humains. Bon, la thèse est contestée par d'autres, mais c'est intéressant de voir le lien consubstantiel entre les migrations et l'espèce humaine. Quant à savoir qui est à l'origine de l'un de l'autre, ça c'est un peu comme l'histoire de l'œuf et de la poule, les deux sont vraiment consubstantiels. Alors, pour moi comme juriste, c'est intéressant aussi, et je trouve par rapport à la pastorale des migrants, de revenir à ce qui a été un des grands moments de discussion dans l'Église catholique et un des moments fondateurs aussi de la discipline du droit international. C'est ce qu'on a appelé la controverse de Valladolid. On est en 1550, donc 1492, Christophe Colomb découvre l'Amérique. Enfin bon, c'est son chef de vaisseau, Amerigo Vespucci, c'est pour ça qu'on va donner le nom d'Amérique aux Amériques. C'est Amerigo qui va mettre le pied le premier sur ces territoires nouveaux, il croyait être aux Indes. Et donc après ça, évidemment, pour la couronne d'Espagne, pour Charles Quint, se pose un problème. Parce qu'on a rencontré des êtres là, avec lesquels on a tenté des échanges commerciaux, mais bon, il faut reconnaître qu'on dirait aujourd'hui que ce n'était pas du commerce très équitable. On proposait des babioles, des miroirs et des bijoux, et en échange, on prenait évidemment l'or. Et cette conquête s'est accompagnée de violence, de massacres des Indiens. Et il y avait donc tout le débat de savoir est-ce qu'on peut accepter cette violence. L'Église a assez vite pris position. Le pape a assez vite pris position pour dire que les Indiens avaient une âme et donc qu'ils étaient des êtres humains. Mais la controverse de Valladolid va tout de même être de dire est-ce qu'on peut utiliser
la violence, le cas échéant, pour les faire changer et pour entrer dans notre culture à nous, dans notre catholicisme, le cas échéant, avec deux points de vue très opposés. Celui que vous connaissez généralement de Bartholomé de Las Casas, qui est un ancien exploiteur des Indiens, mais qui a vu ces horreurs-là et à un moment donné change dans son propre esprit et qui va soutenir que les Indiens sont nos égaux. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas les mêmes façons de vivre, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas la même culture qu'ils ne sont pas nos égaux en humanité. Et donc, nous ne pouvons pas utiliser la violence absolue et les massacrer comme on le fait. Et c'est cette thèse-là qui petit à petit va l'emporter, même si dans le débat en 1550 et 1551, chacune des parties va dire on est victorieux, mais en tout cas, le pape Jules III à l'époque, si je ne me trompe pas, c'était Jules III, le pape Jules III à l'époque a tranché la controverse en disant les Indiens ont une âme. Et donc, en soi, les massacres ne sont pas acceptables. Et ça va être à l'origine du droit international, par un autre espagnol, juriste de l'époque, Vitoria, Francisco de Vitoria, qui va être le fondateur de ma discipline du droit international, qui à partir de là va réfléchir qu'est-ce qui nous permet de faire la conquête si ces êtres humains sont nos égaux, si nous ne pouvons pas les massacrer, qu'est-ce qui permet tout de même à certains moments d'imposer notre pouvoir? Il va y avoir deux choses. Un, la liberté de voyager, le libre usage des mers. Nous sommes partis sur les mers à la recherche d'une nouvelle voie vers les Indes, et les mers doivent être libres, donc on doit pouvoir voyager. Et deux, la liberté de commercer. On doit pouvoir proposer à ces populations, sans les massacrer, proposer des échanges commerciaux, on doit pouvoir établir des comptoirs commerciaux. De nouveau, on ne s'interroge pas beaucoup sur le caractère équitable du commerce proposé, mais ce n'est alors qu'à partir de là que la violence sera justifiée, c'est si on refuse la liberté du commerce. Si les nouvelles populations auxquelles on s'adresse refusent de commercer avec nous. Et donc vous avez cette liberté de migrer, de voyager à la recherche de biens économiques, de liberté du commerce, de biens commerciaux. Si je dis ça, c'est parce que souvent, aujourd'hui, on va opposer ce qu'on va appeler le migrant réfugié et le migrant économique. Or, on voit que l'origine, c'était bien des motifs économiques. C'était autre chose. Nous ne nous déplacions pas nécessairement pour une vie meilleure, mais nous nous déplacions en vue de faire du commerce et des échanges commerciaux qui n'étaient pas nécessairement très égaux. Par ailleurs, il y a eu, il faut bien le reconnaître, d'autres conséquences de cette conquête des Amériques. Si on a reconnu que les Indiens avaient une âme et donc ils ne pouvaient pas être massacrés et ils ne pouvaient pas être traités en esclaves, ça va tout de même entraîner le développement de l'esclavage à partir de l'Afrique, qui existait déjà, hein, mais qu'on va développer davantage précisément, puisqu'on ne peut pas asservir les populations indiennes, on va faire venir d'Afrique noire des populations comme esclaves. Claudel, à cet égard, a une très très belle phrase dans une des pièces de Claudel qui est l'histoire de Christophe Colomb, le livre de Christophe Colomb. Claudel fait dire à Christophe Colomb est devant un tribunal de l'histoire qui le juge en disant « Voyez toutes les conséquences de vos découvertes-là, dont l'esclavage des populations d'Afrique vers l'Amérique du Sud. » Et Claudel a cette merveilleuse phrase qu'il fait dire à Christophe Colomb à ce moment-là. J'ai dit que je sortirais les peuples d'Europe des ténèbres, je n'ai pas dit que je les sortirais de la souffrance. Donc je découvre des choses nouvelles, mais ça ne veut pas dire que ça va supprimer la souffrance des hommes et des femmes. Alors je trouve intéressant d'avoir toujours ça en tête pour deux idées centrales. Une que j'ai déjà dite, les migrations ont toujours existé,
Et deux, il y a toujours eu des mélanges dans les migrations, différents motifs de migration, ce qu'on appelle aujourd'hui les flux mixtes. On croit inventer quelque chose de nouveau, mais c'est simplement que les personnes ont des raisons diverses pour migrer. Elles peuvent être des craintes pour leur vie, pour leur liberté. Elles peuvent être aussi des motifs économiques, d'une autre façon de vouloir mener sa vie et d'avoir une vie meilleure. Si je reste un peu dans l'histoire de la philosophie et du droit, alors on est à peu près deux siècles plus tard. On est à la fin du XVIIIe siècle, en 1795. Emmanuel Kant écrit un petit ouvrage qui s'appelle « Projet de paix perpétuelle ». Et c'est très intéressant parce que c'est très juridique. Il fait des articles de ce qu'il faudrait pour qu'on ait la paix perpétuelle dans le monde. Et un de ces articles a trait à la migration. Il part au fond de l'idée que le monde est quelque chose de commun à toute l'espèce humaine et donc qu'a priori, on ne peut pas interdire aux personnes de circuler. Parce que, dit-il, l'air, l'eau, tout ça c'est un bien commun. Et donc les personnes doivent pouvoir circuler par rapport à ce bien commun. Alors il est tout de même de son temps, et donc il admet qu'il y a des frontières, qu'il y a des limites, qu'il y a les États qui deviendront États-nations après, mais il dit que ça ne peut pas empêcher que nous devions toujours accueillir l'étranger, et il appelle ça le droit d'hospitalité. On retrouve des choses qui sont dans la Bible, c'est vraiment l'accueil de l'autre, je dois offrir l'hospitalité. Et il ajoute, ça ne veut pas dire que je devrais nécessairement admettre que l'autre reste toujours chez moi, à mon foyer, mais je ne peux jamais lui fermer la porte. Il y a un droit de toute personne à recevoir l'hospitalité, et donc à s'offrir, à demander cette hospitalité. Voilà pour ces cadres un peu généraux. Maintenant, si on arrive plus près de nous, ici en Belgique, et puis à partir de la Belgique, dans nos régions. Vous savez que pendant toute une période, si on prend l'histoire récente, après l'indépendance de la Belgique, nous ne posions pas de gros problèmes par rapport aux migrants, parce que très vite, on est arrivé dans les Golden 60s, la période où nous avions besoin de migration pour faire fonctionner nos charbonnages et nos aciéries. On a vu que trouver de la main-d'œuvre toute proche de Belgique, ça devenait difficile. Il y a eu les Italiens dans un premier temps, il y a eu la catastrophe de Marcinelle, ce n'est pas tellement loin d'ici. À ce moment-là, l'Italie a cessé de fournir à la Belgique de la main-d'œuvre. Parce qu'il y avait une véritable convention entre la Belgique, qu'on a parfois un peu caricaturée, mais c'est pas très loin de la vérité. C'est que la Belgique offrait à l'Italie autant de tonnes de charbon, et en échange, l'Italie offrait à la Belgique autant de bras de main-d'œuvre. Et après la catastrophe de Marcinelle, l'Italie a dit « nous arrêtons cela ». Donc nous sommes allés chercher notre main-d'œuvre plus loin. Et on s'est tourné de l'autre côté de la Méditerranée, vers l'Afrique du Nord. On a vu qu'Algérie, la France s'en occupait déjà, et donc on s'est tourné vers le Maroc, ce qui a amené chez nous une immigration de travail marocaine importante pendant cette période-là. Et ce n'est qu'après ces années-là, à partir des années 1973, crise pétrolière, qu'on va effectivement fermer nos frontières parce que nous n'avons plus besoin de cette main-d'œuvre. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que c'est l'État qui gère la migration selon ses besoins. Ce ne sont pas les individus qui ont le droit de décider s'ils peuvent migrer, s'ils ont un droit à la migration. Et ça m'amène maintenant déjà à la deuxième partie, qui est d'entrer un peu plus dans le droit, et de se demander, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un droit pour les personnes à la migration? Parce que je crois que c'est relativement important. On peut s'engager avec amour, on peut s'engager dans nos convictions chrétiennes, mais en même temps, on respecte le droit de l'État, et donc on doit tout de même savoir jusqu'où, en droit, on peut s'engager. Est-ce qu'on peut soutenir qu'il y a un droit pour les personnes à la migration?
vous allez voir que la réponse est nuancée. Principalement, c'est non, mais dans certains cas, c'est oui. Alors d'abord, principalement, c'est non. C'est pas évident. Et moi, je vous avoue que pour les juristes de droit international, on a des problèmes par rapport à ça. Et j'explique ça souvent à partir d'un très beau film du cinéaste grec Angelopoulos. Si vous avez envie, au Migrantibus ou la pastorale, de faire un ciné-club, on ne fait plus ça parce que maintenant on trouve tout sur Internet, alors cherchez chez vous le cas échéant. C'est un très beau film qui s'appelle Le pas suspendu de la cigogne. Le film ne concerne pas l'émigration en tant que telle, mais ça y a trait tout de même indirectement. Le rôle principal est joué par ce merveilleux acteur italien, Mastroianni, et c'est un homme politique grec dont on pense qu'il a disparu. Et sa femme croit le retrouver effectivement dans un camp de réfugiés, à l'époque des réfugiés albanais, à la frontière de la Grèce. Mais on ne saura pas. Pendant tout le film, on ne sait pas si c'est cet homme politique ou si c'est simplement un réfugié. Et alors, à un moment donné, dans le film, il y a une très belle discussion. À la frontière entre la Grèce et l'Albanie, il y a une ligne blanche qui est la ligne de la frontière. Et il y a une discussion entre Mastroianni, dont on ne sait pas si c'est un réfugié ou l'homme politique, et le garde-frontière. Ils ont bu tous les deux, ils sortent quelques grandes vérités comme ça du style « ce sont les frontières qui rendent fou ». Oui, peut-être. Et alors, à un moment donné, le garde-frontière lève le pied au-dessus de la ligne blanche. Et il dit, voilà, je peux lever le pied, mais je ne peux pas le déposer de l'autre côté. D'accord ? Le pas suspendu, de la cigogne évidemment, parce que la cigogne, c'est un oiseau migrateur. Mais en disant cela, ce cinéaste grec Angelopoulos a merveilleusement résumé ce qu'est le droit international. Parce qu'en droit international, les textes de protection des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme, les pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques, la Convention européenne des droits de l'homme, tous ces textes disent ceci. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays. En d'autres termes, j'ai le droit à l'émigration. Je peux sortir de mon pays. Mais il n'y a aucun texte de droit international qui dit que toute personne a le droit d'entrer sur le territoire de n'importe quel pays. Le pas suspendu de la cigogne. Par contre, le droit international dit que toute personne a le droit d'entrer sur le territoire de son pays, de son propre pays. Et ça, c'est le pays dont j'ai la nationalité, où parfois on discute, est-ce que ça ne peut pas être un peu plus que ça, ce qu'on appelle les étrangers de deuxième ou de troisième génération qui sont là depuis longtemps, qui sont nés ici par exemple, est-ce que leur propre pays, c'est pas la Belgique? Ça, on peut en discuter. Mais par rapport aux nouveaux migrants, ce qu'on appelle les flux là, qui arrivent, par rapport aux nouveaux migrants, en droit international, il n'y a pas pour eux un droit d'entrée. Il faut reconnaître que, je ne sais pas s'il y a des psychologues parmi vous, mais parfois les psys me disent vous avez un problème là, le juriste, vous êtes un peu schizophrène tout de même. Parce que comment vous faites dans un monde divisé en États pour dire que les personnes ont le droit de sortir, mais pas le droit d'entrer, alors que nécessairement, si on sort, on entre dans un autre pays? Moi je dis souveraineté nationale. Ça, c'est la réponse du droit international, c'est de dire chaque État a le droit de contrôler ses frontières et son territoire. C'est ce qu'on appelle la souveraineté nationale. Et la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, elle dit ça. Dans toutes les affaires qui concernent les migrants, elle dit d'abord, l'État a le droit de contrôler. Et puis la Cour vérifie s'il n'y a pas d'excès, s'il n'y a pas des dangers pour la vie du migrant, s'il n'y a pas des problèmes pour sa vie familiale, mais le principe est toujours rappelé. Donc vous voyez, la première réponse, c'est il n'y a pas de droit, en droit international, il n'y a pas de droit à la migration. La deuxième réponse, je voulais annoncer, c'est tout de même qu'il y a certains droits à la migration. C'est lorsque les droits humains sont en cause.
lorsque les droits de l'homme sont en cause, lorsque les droits du migrant sont en danger, si on lui refuse l'accès au territoire. Il y a plusieurs hypothèses, je vais en retenir deux seulement, et je ne vais en approfondir qu'une. Et puis si vous en voyez d'autres, vos questions seront bienvenues. Les deux hypothèses principales, en pratique, c'est d'une part, lorsque refuser l'accès au territoire ou le séjour mettrait en péril la vie familiale du migrant. Il a toute sa famille en Belgique. Est-ce que je peux lui refuser l'accès au territoire? Ou est-ce que, parce qu'il a commis même le cas échéant un délit, je dois l'expulser? Ou bien le punir comme n'importe qui, le condamner à la prison, il fait sa peine de prison et puis il reprend sa vie en Belgique? Ou est-ce que je dois dire, il porte atteinte à mon ordre public, il retourne dans son pays? Et qu'est-ce qui se passe le cas échéant de la femme, qui est peut-être belge, qui est peut-être étrangère aussi ou en séjour régulier, et des enfants? Est-ce que je peux séparer comme ça une famille? Là, c'est le droit familial qui va jouer. C'est dans nos textes, c'est dans les textes de droit européen, c'est dans la loi belge aussi. L'autre aspect, c'est le réfugié. C'est le fait que si je refuse à quelqu'un l'accès à mon territoire, il y a un risque pour sa vie ou pour sa liberté. Ça, c'est la notion de réfugié. Alors, on va s'arrêter un moment sur cette notion de réfugié, puisque c'est tout de même un débat important dans les flux d'aujourd'hui. Qui est réfugié en droit? Parce que là, il faut admettre que le droit fait une distinction. Le réfugié aura le droit de venir et de rester. Celui qui n'est pas réfugié n'aura pas nécessairement ce droit. Je pourrais lui accorder la faveur, mais il n'aura pas nécessairement le droit d'être là et de rester. Alors, c'est qui le réfugié? On dit souvent réfugié politique. Si vous n'allez retenir qu'une seule chose de ce que je vais dire cet après-midi, ben retenez celle-ci. Entre vous et quand vous allez dans les églises, dans vos paroisses, parler de la question des migrants, ne parlez plus jamais de réfugiés politiques. En droit, et là je reste juriste, c'est pas mon cœur qui parle, c'est le droit. En droit, il y a une définition du réfugié. Et vous allez voir, c'est plus large que le réfugié simplement politique. Parce que quand on parle de réfugié politique, eh bien, on pense à l'opposant politique, syndicaliste ou homme politique, etc. C'est une catégorie, mais ce n'est pas la seule. Alors, où est-ce que la définition du réfugié se trouve en droit? Bien, vous le savez. Même les anciens parmi vous, ça remonte à la Deuxième Guerre mondiale. C'est après la Deuxième Guerre mondiale, dans une convention de Genève en 1951, qu'on a défini le réfugié. Et c'est toujours ce texte-là qu'on applique aujourd'hui. Cette vieille convention de Genève de 1951. Et moi je dis souvent, comme pour les personnes âgées, cette vieille convention n'est pas à jeter. Elle a toujours des choses à nous apprendre. Et elle est toujours importante aujourd'hui. Parce que très souvent, ça va être la bouée de secours des réfugiés. Je crois qu'il est incorrect de dire cette convention, elle est trop vieille, on ne doit plus l'utiliser, ou on doit même la réformer. J'ai la conviction que si on réformait la convention de Genève aujourd'hui, nous serions bien plus généreux. Bien moins généreux qu'on a été généreux à cette période-là, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Et voilà la définition. On dit dans la Convention de Genève, est réfugié toute personne qui craint avec raison d'être persécutée pour 5 causes. La race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un certain groupe social ou l'opinion politique. Et vous voyez que l'opinion politique, ce n'est qu'une des 5 causes, et c'est même la dernière qui est citée. Race, religion, nationalité, appartenance à un certain groupe social.
Deux exemples pour vous montrer comment, si cette définition est interprétée de façon évolutive, comme on le fait des droits de l'homme, c'est-à-dire on tient compte de la situation d'aujourd'hui, cette définition n'est pas figée en 1951. Deux exemples pour vous montrer comment aujourd'hui cette définition peut rencontrer des situations très contemporaines. L'opinion politique. Il y a eu beaucoup de débats là-dessus. A priori, ça semble clair, hein. J'ai dit tout à l'heure, c'est l'opposant politique, c'est le syndicaliste. Je vais vous donner un exemple très concret, pas en Belgique, mais il est plus parlant, donc je prends cet exemple-là, ça se passe au Canada. Après la prise du pouvoir par le général Pinochet, 1973, l'équipe de football nationale du Chili va jouer une compétition au Canada. Et il y a un jeune footballeur de l'équipe du Chili qui est interrogé par les médias sportifs. Et il raconte tout ce qu'il a vu à Santiago du Chili, dans le stade de football qui était l'endroit où on torturait et exécutait ceux qui étaient opposants ou considérés comme opposants au général Pinochet. Alors il y a des gens au Canada qui disent à ce jeune homme, tu sais, si tu retournes au Chili, tu risques des problèmes à notre avis, hein, parce que voilà, c'est sorti dans la presse, tout ce que tu as raconté. Ah bon? Ben oui, il ne fallait pas faire ça, mais tu l'as fait. Donc on lui conseille de demander l'asile, de demander le statut de réfugié. Il va le faire. Interview du jeune homme, vous savez aujourd'hui aussi, hein, il y a une interview dans la procédure, on peut en parler tout à l'heure si vous voulez de la procédure aujourd'hui. Interview du jeune homme. Qu'est-ce que vous pensez du général Pinochet? Je ne sais pas. Oui, mais enfin, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal ce qu'il fait le général Pinochet? Le jeune homme répond, je ne sais pas. Certains disent que c'est bien parce qu'il faut combattre les communistes, d'autres disent que ce n'est pas bien, je ne sais pas. Décision, l'intéressé n'a pas d'opinion politique. Donc, il n'entre pas dans la définition, il ne craint pas des persécutions en raison de ses opinions politiques. Il y a des bons avocats au Canada aussi, ils font des procédures jusqu'à la Cour suprême du Canada, qui va dire, la question n'est pas simplement de savoir si ce jeune homme a une opinion politique, la question est aussi de savoir si le persécuteur, en l'occurrence le général Pinochet, va lui attribuer une opinion politique. Tu n'es pas mon ami, donc tu es mon ennemi, même si officiellement tu considères que tu n'es pas mon ennemi. Et donc la Cour suprême a dit, cette personne doit être protégée. Même si elle-même n'a pas d'opinion, la question est de voir que pense le persécuteur de cette personne. Ça vous montre déjà comment on peut élargir. Hein? Parce que parfois on dit, c'est pas un réfugié politique, parce que c'est pas un militant, parce que ce n'est pas un opposant. La question est de savoir comment il serait vu par les autorités de son pays, compte tenu de ce qu'il a dit ou de ce qu'il a fait. Deuxième exemple. Groupe social. Crainte de persécution, dit la Convention de Genève, en raison de l'appartenance à un groupe social. Qu'est-ce qu'on peut mettre là? Quand on voit les travaux préparatoires, on voit que c'est venu à la dernière minute, hein, ça n'avait pas été prévu. C'est la délégation suédoise qui a dit, oui, mais il y a des problèmes aussi. À l'époque, c'était tous les Russes blancs qui fouillaient la révolution soviétique et qui arrivaient dans les pays nordiques. Et donc l'idée, c'était plus classe sociale, des persécutions en raison de l'appartenance à une classe sociale. Mais volontairement, on a pris une notion plus large, de groupe social. Eh bien, on va intégrer dans cette notion-là des persécutions, par exemple, à l'égard des femmes. En raison du fait qu'elles sont femmes, si elles font l'objet de violences, on considérera qu'elles craignent une persécution en raison de leur appartenance à un groupe social, le groupe social des femmes. Et la jurisprudence est même allée plus loin, c'est peut-être délicat et à débattre pour nous, mais l'orientation sexuelle va être reconnue comme un motif s'il y a un risque de persécution en raison de l'orientation sexuelle, homosexuelle par exemple,
on dira c'est l'appartenance à un groupe social. Donc vous voyez à quel point cette vieille définition peut être moderne et élargir l'idée du réfugié que l'on limite trop souvent à l'idée du réfugié politique au sens strict. En plus de ça, dans nos textes, dans le droit européen mais aussi dans la loi belge, on a ajouté un autre motif de protection, en plus de ceux de la Convention de Genève, ce qu'on appelle la protection subsidiaire. Pourquoi subsidiaire? Parce qu'elle vient s'ajouter, elle est subsidiaire à Genève. Il y a plusieurs idées dans cette définition de la protection subsidiaire, mais la principale dans la situation d'aujourd'hui, si l'on songe notamment aux Syriens, c'est la situation de guerre dans le pays d'origine, que ce soit une guerre internationale ou une guerre civile. Là aussi, on dit à ce moment-là, si jamais il n'y a pas un risque de persécution individuelle pour un des 5 motifs de la Convention de Genève, la protection subsidiaire doit protéger les personnes qui fuient une situation, notamment situation de guerre internationale ou de guerre interne, de guerre civile. Ce qui ne veut pas dire qu'automatiquement, toute personne qui fuit une telle situation n'a que la protection subsidiaire et n'a pas la protection Genève. Par exemple, aujourd'hui, en Belgique, pour les Syriens, pour la plupart d'entre eux, c'est le statut Genève qu'on leur reconnaît, parce qu'on estime qu'il y a une crainte de persécution pour un des 5 motifs, religieux notamment, ou politique, ou appartenance à un groupe social. Ce n'est que s'il n'y a pas une crainte de persécution pour un de ces 5 motifs qu'on peut envisager cette protection supplémentaire, cette protection subsidiaire, parce qu'aussi elle est un peu moins protectrice, hein, donne moins de droits aux réfugiés, notamment par rapport à son droit de séjour en Belgique. Moi, j'aurais envie de dire on arrête là pour permettre les questions et le débat. Oui, tout à fait. Mais alors, je dois tout de même raconter la fin de les suppliantes. Ah, c'est bien. Les suppliantes. Je regarde si je tombe rapidement sur l'extrait ou pas. À la fin de la pièce, pour vous citer, voilà, hein, pour ne pas que vous n'ayez pas l'impression que j'invente. Le peuple entier ratifiait que nous résiderions librement dans le pays par droit d'asile et à l'abri de tout rapt. Donc le peuple a décidé d'accorder l'asile, d'accueillir ces femmes. Ça, c'est la fin de la pièce Les Suppliantes. Donc, la tragédie, c'est la tragédie des Danaïdes, qui est une trilogie en réalité. La première pièce, c'est Les Suppliantes. On n'a plus le texte des 2 autres pièces, mais on connaît la suite de l'histoire parce qu'on a suffisamment d'extraits. La deuxième pièce, c'est la guerre entre Argos et les fils d'Égyptos. Et les fils d'Égyptos vont gagner la guerre. La troisième pièce, c'est la conséquence que les fils d'Égyptos vont prendre les 30 femmes comme épouses forcées, puisqu'ils ont gagné la guerre, et que toutes ces femmes, durant la nuit de noces, vont tuer leur mari, parce qu'elles refusent ce mariage forcé. D'où la légende, hein, du tonneau des Danaïdes, c'est leur condamnation perpétuelle aux enfers à ces femmes de remplir des tonneaux sans fond, donc une condamnation perpétuelle, parce qu'elles ont tué leur mari. Et la légende veut aussi que si toutes ont tué leur mari, il y en a une, Hypemnestre, qui ne l'a pas fait. Elle n'a pas tué son mari, elle est tombée en amour, bien que ce soit un mariage forcé. Et la légende veut que de ce couple-là, Hypemnestre et son mari, soit né Europe. C'est une des légendes de la naissance d'Europe, autre que celle du Victorie. C'est assez symbolique, parce que c'est l'Europe qui naît d'un respect du droit d'asile, mais d'un viol du droit des femmes. Aïe.